Pogačar ou Vingegaard? Tu n'en auras pas. Ah, tu veux pas m'en donner ou tu ne peux pas? Non, 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 je ne sais pas. Et personne ne sait. Alors on peut le faire à l'affect. Je préfère Pogacar ou je préfère Vingegaard. Oui, on peut toujours le faire à l'affect. Mais sur la réalité du terrain, il n'y a personne qui peut dire. Ou alors ils sont trop forts. Que Vingegaard avait pris plus de 2 semaines lors de la première étape des Pyrénées du côté de la... Bonjour Cyril Guimard. Donc du coup, 2 semaines de Tour de France déjà qui sont passées, de superbes semaines. La première semaine avait été déjà excellente. Et la deuxième semaine, ça a été un vrai feu d'artifice. Les 6 étapes ont été formidables. Oui, ben, on s'attendait à un beau tour, même s'il reste encore une semaine. De toute façon, ce tour est un tour réussi et comme je pense que à partir dès demain avec le contre-la-montre jusqu'aux Champs-Élysées, on va peut-être avoir encore quelques beaux duels, quelques belles passes d'armes. Je crois qu'il ne peut pas d'ailleurs en être autrement, dans la mesure où, quoi qu'il arrive, le contre-la-montre, même s'il est exigeant, est trop court pour faire des écarts définitifs entre les deux protagonistes. Sur 22 kilomètres, bon, allez, au maximum, tu pourrais avoir, allez, on va dire 20 secondes, dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre, hein. Ce qui fait que la course, elle sera encore à déterminer, elle ne sera pas fixée, elle ne sera pas figée. 2 étapes de montagne derrière pour rectifier les tirs éventuellement. Non, c'est un tour très plaisant avec, comme je dis, deux super champions qui varient les plaisirs d'ailleurs en termes de stratégie. Ce qu'on ne peut pas savoir, c'est lequel des deux est le plus fort. Certains jours, on peut dire c'est Paul, et puis un quart d'heure après, on va te dire non, c'est Pierre. Donc finalement aujourd'hui, on ne sait rien. Et toi, quel est ton avis sur ce duel d'après ce que tu vois sur ton petit écran? Est-ce que t'as un penchant pour l'un, pour l'autre quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois la dynamique? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet supporter, le volet, on va dire, où on regarde plus l'image que la réalité du terrain, la réalité des chiffres. Certains vont dire bah, c'est Pogacar parce qu'ils aiment mieux Pogacar que Vingegaard, ou inversement. Là, on est complètement dans des positionnements liés à l'affect, liés à la personnalité des deux coureurs, mais aussi des deux équipes, hein, chacune étant totalement différente, ayant, on va dire, des personnalités entre guillemets et des images différentes. Mais on a tous les ingrédients pour faire que ce match soit un match absolument extraordinaire. Et il l'a déjà été. Dans Jouplane, à un moment, je me suis posé la question en me disant est-ce que là, on ne va pas être en train de revivre un petit Poulidor sur le Puy-de-Dôme? Et puis les motos sont chargées d'arrêter le problème. Là, c'était pas bien. Mais dans la descente, ça a presque été pire quand tu vois les coureurs qui reviennent de l'arrière sur les deux hommes de tête et qui sont obligés de se frayer un passage et de slalomer entre les motos en pleine descente. Donc on nous avait dit qu'elle était dangereuse. Nous, on savait où étaient les risques. Mais bon, on les multiplie, quoi. C'est-à-dire que plus on parle de sécurité et plus on crée d'autres problèmes. Voilà, mais bon, c'est vrai que l'attaque de Pogachar nous a privés d'un petit match au moins jusqu'au sommet, et s'il y a eu des écarts en haut, peut-être une descente à tombeau ouvert. Mais on ne le saura pas, on ne refait pas l'histoire, mais ils sont trop proches l'un de l'autre, et en même temps,
quand on sait très bien que d'un jour à l'autre, on n'a pas obligatoirement la même carburation. Chez eux, elle varie pas beaucoup, mais je pense que certains jours, Vingegaard avait l'avantage ou aurait pu le prendre. Et puis le lendemain, c'était dans l'autre sens, comme les stratégies d'équipe ont varié d'un jour sur l'autre. Un jour, c'est Pogačar qui prend la main, le lendemain, c'est Vingegaard au niveau du contrôle de la course. On a aussi des stratégies qui sont très, très différentes, dont certaines, on a du mal à comprendre, comme celle du Tourmalet et de Cotterêts, où on roule devant et on roule derrière pour la Jumbo. Bon, à la sortie, ils ont été punis. Donc voilà, mais ça fait quand même la beauté de ce tour. C'est extraordinaire. Et comme le jeu ne demande que faute, qui fera la faute? Et justement, je voulais revenir sur un épisode avec toi. Ça s'est passé hier dans la montée finale, dans les derniers kilomètres, quand Pogačar laisse partir ou ne suit pas Adam Yates. Est-ce que Vingegaard n'a pas fait une erreur à ce moment-là en n'essayant pas d'attaquer? On le sentait très bien, peut-être mieux que Pogačar. Est-ce qu'il aurait dû au moins essayer une fois? De toute façon, là, on était dans une grande partie de poker. Et comme le poker, c'est mentir, une grande partie de poker menteur. Euh, qui était le mieux des deux? On ne le saura jamais puisque Vingegaard n'a pas enclenché. Le pouvait-il? Ou craignait-il trop de se faire contrer? C'est très amusant, hein, cette montée du BTX hier. Euh, le fait même d'ailleurs que Pogacar d'un seul coup se laisse décrocher. Alors, non seulement il se laisse décrocher, fait partir Yates, euh, et en plus, il est attendu par son équipier qui est à l'avant, et l'équipier n'attend pas Pogacar, il repart avec Yates. Là, il y a plein de, il y a vraiment plein d'inconnus dans cette poste d'armes qui a duré, on va dire, 3 minutes, mais on ne peut rien en tirer. Je suis désolé, on ne peut absolument, on peut rien tirer de ça. C'est extraordinaire. Donc, ils sont séparés par 10 secondes après 2 semaines de course, un écart infime qui s'est resserré jour après jour et qui maintenant est plutôt stable depuis l'entrée dans les Alpes. Il reste une dernière semaine. On va dire il y a 3 rendez-vous super importants. Le contre-la-montre de demain, l'étape de la Lose de mercredi et l'étape dans les Vosges samedi. Pour toi, quelle étape sera décisive, la Décisive. plus décisive? C'est toujours celle du lendemain pour l'instant. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas et je pense que demain sur le contre-la-montre, euh, les directeurs sportifs ou les managers, je pense qu'ils vont avoir tous les deux, dans les deux clans, la bouche sèche pendant les 3 heures qui vont précéder. Puis après, on verra après l'arrivée qui a un grand sourire, qui ne l'a pas. Ils auront peut-être d'ailleurs tous les deux le sourire. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans la voiture, que vous allez dans la voiture et que vous allez suivre votre coureur, le stress, il sera absolument presque invivable. Sachant que vous aussi derrière, s'il y a le moindre problème, vous n'avez pas droit à la faute. Rappelez-vous Roglic dans la planche des belles filles contre la montre, qui a perdu un petit peu de temps, entre autres sur le changement de vélo, euh, qui a peut-être aussi un peu déconcentré Roglic. Mais bon, il était pas top, hein. Mais tout ça, les mécanos sont un peu tendus aussi, voire beaucoup, parce que c'est eux qui préparent les vélos.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne n'en parle. Mais pratiquement, allez, chaque équipe a au moins par étape 2 à 3 sauts de chaîne ou des problèmes de dérailleur. On nous dit que les vélos avaient fait du progrès à tel point que on considère même qu'il y a même des vélos qui font rouler plus vite. Sans moteur, ça me paraît difficile. Mais il y a quand même des vélos qui font perdre. Et le nombre de sauts de chaîne, ça veut dire que quelque part, il y a quelques ingénieurs qui se sont marchés dessus. Et qui nous expliquent quand même que c'est les meilleurs vélos. Donc derrière Pogacar et Vingegaard, il y a quand même une course qui va Oh, un petit ça peu moins intéresse vite. qui? Ça intéresse qui? Euh, il s'intéresse un petit peu quand même. Il y a trois, on va dire. Il y a Ceux trois. qui sont. En fait, il n'y a que deux équipes qui sont impliquées sur le classement général pour la gagne du Tour. Après, c'est qui sera 2, qui sera 3, je veux dire, qui sera 4, qui sera 5, qui sera 6. Il y a du monde derrière, mais si on regarde bien le classement général, on se rend compte que vous avez 2 UAE dans les 4 premiers et les Jumbo. Ben, il y a Vingegaard et derrière, vous avez encore du monde, encore que Sepkus est tombé, ce qui va garder son niveau. Mais bon, quand dans les 6 premiers, vous avez 4 coureurs des 2 équipes phares de ce Tour de France, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres, hein. Il y a trois coureurs qui se détachent quand même pour la troisième place. Carlos Rodriguez, Adam Yates et Jay Hindley. Jay Hindley est sur la pente descendante là, depuis sa chute de samedi. Qui tu vois Alors, sortir? je pense qu'il ne faut pas compter Adam Yates et Sepkus, parce que leur rôle, c'est pas de faire 3. C'est que Vingegaard ou Pogacar gagnent. Donc à un moment, ils vont peut-être être obligés de se faire exploser, voire ils vont exploser tout court, sans avoir besoin d'autre chose. Euh, S'ils arrivent à aller chercher la troisième place, c'est les circonstances de course qui vont les amener. Sinon, ben, vous avez Hindley, Peyo Bilbao, Simon Yates. Après on retombe quand même à 9 ou 10 minutes pour les Français. David Godu et Guillaume Martin vont venir chercher une troisième place. Ça me paraît compliqué. Enfin, il y a toujours des miracles, il paraît, mais enfin, moi, je n'en ai encore jamais vu, hein. Mhm. Et justement, les Français, on va en parler. Bon, déjà, David Godu, qu'est-ce que tu as pensé de sa deuxième semaine? Très étonnante, en grosse difficulté dans les débuts de chaque étape quasiment. Et puis, l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque chez lui au fil des kilomètres. Donc, il est vraiment très étonnant sur ce Tour 2023. Oui, oui, très étonnant. Pourtant, aujourd'hui, on a les outils pour maîtriser les programmes d'entraînement et de préparation. Bah, il semble qu'il doit y avoir des bugs de temps en temps. Parce que là, concernant David, on est quand même sur des problèmes qui touchent le fonctionnement et le rendement de son organisme. Vous ne pouvez pas être lâché dans le premier col et pour un peu être prêt à attaquer dans le dernier. Euh, donc il y a des choses, il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. À eux d'en tirer, enfin, d'analyser tout cela. On en parle beaucoup sur les programmes qui auraient été ratés. Bon, euh, de tout temps, quels que soient les entraînements modernes, parce on fait toujours d'un entraînement moderne le jour où on le fait. 10 ans après, on vous disait c'était un entraînement moderne. Maintenant, c'est plus un entraînement moderne. 10 ans après, vous n'avez rien compris. Euh, Moi, je suis quand même très, très étonné parce que le problème, il n'est pas seulement au niveau de David Godu, il est aussi au niveau de Valentin Madouas, qui n'arrive pas à déclencher, malgré les motivations, malgré le championnat de France qu'il a fait. Or, c'est le même entraîneur pour les deux. Donc on peut se poser des questions. Il y a peut-être des remises en cause à ce sujet-là et peut-être à d'autres.
Juste derrière David Gaudu, il y a Guillaume Martin qui fait une belle remontée hein, dans son style, en prenant les échappées, en se battant quand il est repris. Il fait encore du Guillaume Martin sur Tour 2023. Oui, bah, Guillaume Martin, c'est c'est un petit peu le moteur diesel qui peut jamais rouler très vite et suivre les très grands, mais le moteur marche toujours. Donc il marche aussi bien le 15e jour que le 8e. Et là, sur cette deuxième semaine, j'ai presque envie de dire, c'est pas lui qui a pris un cran, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui en a perdu un. Et lui, il revient dans le jeu. Je pense qu'il est aussi à l'aise dans ce genre de course qui ne lui demande pas trop de, trop de pression. Ça marche pas, tant pis, je repartirai demain. Et comme je le disais tout à l'heure, son moteur, il tourne toujours et, et ça va l'amener vraisemblablement dans le top 10 à Paris. Oui, encore que bon, si on prend le contre-la-montre, il va perdre du temps parce que c'est pas son. Comme dit, rouler très vite, son moteur, il sait pas trop faire. Rouler longtemps et tous les jours, oui. Bon, il perdra un peu de temps, mais David va pas en prendre demain non plus. Félix Gall, je sais pas. Euh, une chose est certaine, c'est peut-être le Français qui a le plus de chances de venir dans le top 10. On va peut-être en avoir un dans le top 10. Et concernant Thibaut Pinot, on a l'impression que c'est un peu copier-coller de 2022 où il est très actif. Hein, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être actif. Il va dans les coups. Mais à chaque fois, c'est pas le meilleur de l'échappée, comme tu le soulignais. Il y a. Bah, déjà, l'an dernier, il prend les Ouais. coups, il est dans l'échappée, mais il n'est jamais le meilleur de l'échappée, puisque celui qui va gagner, si on prend l'étape d'hier, c'est le meilleur qui va gagner. Et le sentiment que j'ai, peut-être plus que l'an dernier, c'est qu'il est relativement bien dans la première partie, donc ce qui est un peu l'inverse de Godu. Euh, et j'ai l'impression que la dernière heure ou la dernière demi-heure, il s'éteint. C'est-à-dire que d'un seul coup, hop, il a une sorte d'épuisement glycogénique, les forces l'abandonnent et après, il n'a plus que la capacité à suivre les différents rythmes, mais pas ceux des premiers, quoi. Est-ce qu'il paierait pas le Pas Giro? ceux des premiers. Est-ce qu'il paierait pas Alors, les efforts du Giro? non, pas du tout. Non? Bon, je crois que le problème, c'est que tous les jours, il veut prendre le bon coup, tous les jours, il prend, et tous les jours, il s'épuise un peu plus. C'est-à-dire que où on cible des étapes, et à ce moment-là, on a une chance d'arriver très frais. Pourquoi, pas hier, mais avant-hier et le jour d'avant, pourquoi, pourquoi il finit pas avec Philipsen? Oui, dans l'autobus, oui. Pendant 2 jours, il recharge les batteries, il refait ses réserves de glycogène. Dans la tête, pendant 2 jours, il a pu regarder les paysages, parce que la vitesse où ça monte, ça va. Et puis, la troisième étape, tu y vas. Mais là, tu y vas avec d'autres atouts. Y aller tous les jours, faire un footing tous les jours, t'es mort. Bon, ça va, aujourd'hui, il va être peinard. Demain aussi. Après, à lui de ne pas se rater. Il a 2 étapes. S'il les rate. Mais bon, l'étape de la Louche, je ne suis pas sûr que ce sera pour les baroudeurs. Et dans le registre, je vais dans tous les coups et je saute sur tout ce qui bouge. Il y a Julien Alaphilippe aussi. Donc c'est peut-être encore plus exacerbé parce que là, il fait tellement d'efforts en début d'étape que c'est normal qu'il Oui, saute. mais bon, là, on est dans le vélo un peu fanfan la tulipe. Euh, et pas, et pas, et pas Julien Alaphilippe. Euh, c'est n'importe quoi. Bon, c'est Ouais. n'importe quoi. Et je suis désolé pour Julien, mais c'est pas sa course. Ça, c'est bien. Et après, on arrête de dire bah, j'ai donné mon maximum, j'ai donné tout ce que j'avais. Je me suis même fait plaisir. Ah, c'était bien, je recommencerai demain. Finalement, ce soir, je vais vous faire 1,5 kg Côte de bœuf. de belle viande rouge, là, du bel entrecôte. Ouais, c'est fun, c'est bien, mais c'est pas.
N'oublions pas que les leaders d'équipe, quoi, il n'est pas le 4e leader sur ce Tour de France de son équipe où tu peux jouer ce genre de personnage. Mais non, moi je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien et je me demande ce que font. Je sais pas, il a les oreillettes comme les autres. Il paraît que ça sert à quelque chose, les oreillettes. Bah, c'est peut-être de lui dire, Julien, qu'est-ce que tu fais à l'avant là? Attends, il reste plus de 100 bornes. Tu pars à deux avec Lutsenko. Tu prends 40 secondes. Tu restes là pendant des bornes et des bornes sur un groupe de 25 coureurs derrière, dont les mecs qui vont t'enrhumer dans 15 km. Tu devrais être déçu à l'arrivée, mais même pas à l'arrivée, tu es content. Là, je comprends pas, quoi. Désolé, Julien, mais là, je comprends pas. Je sais pas ce que disent tes coachs, mais il y a peut-être un moment, il faudra te canaliser. Et pour finir, je veux un nom, Pogacar ou Vingegaard. Tu n'en auras pas. Ah, tu veux pas m'en donner ou tu ne peux pas? Non, 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 je ne sais pas. Et personne ne sait. Alors, on peut le faire à l'affect. Je préfère Pogacar ou je préfère Vingegaard. Oui, on peut toujours le faire à l'affect. Mais sur la réalité du terrain, il n'y a personne qui peut dire. Ou alors ils sont trop forts.